Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique de la dénutrition un petit peu dans le cadre de la thématique du PAERPA, en parlant des hospitalisations, mais surtout en parlant de limiter les hospitalisations évitables. Et donc la question, c'est quel peut être le rôle de la nutrition dans ces histoires d'hospitalisation. Alors, les chiffres de l'ARS disent que parmi les personnes âgées de plus de 75 ans en France, eh bien, il y en a 33% qui sont hospitalisées au moins une fois dans l'année. Donc, une personne sur trois, ça me paraît colossal, pour des durées de 12 jours en moyenne. Et que parmi ces personnes âgées qui sont hospitalisées, 44% ont connu le passage aux urgences et 14% d'entre elles seront réhospitalisées dans un délai de 30 jours après leur hospitalisation. Donc c'est beaucoup d'événements traumatisants pour des personnes âgées, c'est beaucoup d'hospitalisations qui vont aussi risquer de faire baisser leur autonomie. Vous connaissez bien les conséquences des hospitalisations chez les personnes âgées. Et donc la question que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la prise en charge nutritionnelle peut prévenir les hospitalisations quand on est à domicile. Dans quelle mesure est-ce qu'une fois qu'on est à l'hôpital, est-ce que ça permet de limiter les complications, les durées de séjour et les décès? Et enfin, dans quelle mesure la prise en charge nutritionnelle peut éviter les réhospitalisations? Donc, qu'est-ce qu'on sait des personnes âgées qui sont à domicile? Il n'y a pas eu énormément d'études de très grande envergure chez les personnes âgées qui vivent à domicile parce que c'est difficile de se rendre chez eux, de faire une évaluation nutritionnelle, etc. Mais on a quand même les données de l'étude Euronu de Seneca, qui est maintenant ancienne, mais dont les résultats sont toujours valables. Et vous voyez qu'à la première évaluation, les investigateurs ont examiné 2600 sujets qui avaient 70 à 75 ans, et ils ont fait une évaluation nutritionnelle assez simple, mais suffisante, en disant sont dénutris ceux qui ont un IMC inférieur à 20, maintenant on choisirait plutôt 21, mais ce travail est un peu ancien. Et puis il y avait quand même 4% des hommes et 5% des femmes. Et puis qui avait une albumine basse 2% de la population. Donc c'est un peu de cette étude-là que viennent les chiffres de 5% de dénutris chez les personnes âgées qui viennent à domicile. Mais quand on fait une photo, en effet, comme ça, uniquement un jour donné de cette population, on se dit, la dénutrition, c'est pas très très fréquent chez les personnes âgées qui vivent à domicile, et tant mieux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'évaluation qui a été faite 5 ans plus tard. Donc, 5 ans plus tard, il restait 1221 sujets, maintenant ils avaient entre 75 et 80 ans, et on s'aperçoit qu'une certaine portion de cette population avait perdu du poids, soit plus de 3 kilos, et vous voyez que c'est quand même entre 43 et 47% de la population, ce qui est beaucoup, à mon sens, et plus de 5 kilos, ce qui représentait 16% des hommes et des femmes. Et on s'aperçoit que finalement, ce sont ces sujets-là qui sont le plus à risque d'un mauvais pronostic. Et en fait, si vous avez perdu plus de 5 kilos dans les 5 années qui précèdent, vous avez 2 fois plus de risques de décéder dans les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est un enseignement important parce que ça pousse le message que maigrir à domicile, pour une personne âgée, ce n'est pas normal et ça aggrave rapidement le pronostic de la personne âgée. Parce que si vous recommencez une étude transversale, vous recommencez l'IMC, vous recommencez le dosage de l'albumine, finalement vous tombez sur les mêmes chiffres. Et donc le marqueur vraiment le plus pertinent à domicile, c'est la perte de poids qui est associée au pronostic. Vous avez le même genre d'étude qui avait été faite au Canada. Là, l'étude ciblait des personnes âgées qui avaient déjà des aides professionnelles, donc peut-être déjà un peu entrant dans la dépendance. Et les critères d'inclusion étaient, on notait si les personnes avaient perdu plus d'1 kilo l'année précédente. Vous voyez qu'1 kilo, c'est pas grand-chose. Il y avait 106 personnes qui ont été incluses. Et finalement, en moyenne, ceux qui avaient perdu du poids, ils avaient perdu en moyenne 6 à 7 kilos. Et dans presque toujours, c'était involontaire, et seulement 7% avaient perdu du poids volontairement dans le cas d'un régime, diabète, ce que vous voulez. On les a suivis pendant 3 à 5 ans, et quand on intègre cette donnée de perte de poids dans un modèle où on tient compte de l'âge, du sexe, du tabagisme, du statut fonctionnel
et de l'état de santé, le risque de décès en cas de perte de poids est significatif, avec un risque augmenté par 1,76. Et vous voyez bien ici la courbe de survie, donc de décès, de ceux qui ont perdu du poids à partir de 1 kg dans cette population à domicile. Donc ça, c'est aussi important. Ça veut dire que toute perte de poids à domicile va entraîner, là le critère c'est la mortalité, mais on peut imaginer que son corollaire, ça va être avant l'hospitalisation. Et donc, il faut être extrêmement vigilant à la perte de poids des personnes âgées à domicile. Et d'ailleurs, on note, pour consoler ceux qui ont une surcharge pondérale, que le risque de décès est diminué si l'IMC de départ est supérieur à 29. Donc, la surcharge pondérale et une obésité modérée chez les personnes âgées doivent être respectées. Et en tout cas, il n'y a aucun argument pour dire que de perdre du poids, ça va les aider. Alors la question c'est, ces personnes âgées qui maigrissent, si on leur fait une prise en charge nutritionnelle, et souvent dans les études cliniques, c'est des compléments nutritionnels oraux, mais dans la vie réelle, ça peut être aussi bien un enrichissement de l'alimentation, des collations, ce que vous voulez, ce que vous savez faire, eh bien on s'aperçoit qu'on peut prévenir les hospitalisations chez des personnes âgées qui sont à domicile en faisant une prescription nutritionnelle. Et donc vous voyez ici des résultats d'un ensemble d'études randomisées, contrôlées, avec chacune des études n'était pas spécifiquement formulée pour étudier l'hospitalisation, et les résultats ne sont pas significatifs étude par étude. Par contre, quand on intègre les résultats de l'ensemble des études, on s'aperçoit qu'on peut diminuer significativement les hospitalisations quand on prend en charge la dénutrition à domicile. Ça, c'est vraiment un point important, et c'est vraiment la prévention de l'hospitalisation chez les personnes âgées. Ils estiment à 16% le nombre d'hospitalisations qu'on pourrait éviter, ce qui est quand même à l'échelle de santé publique quelque chose d'assez colossal. Parmi ces études, il y en a une qui a été faite en France et qui était significative, c'est celle de Franck Arnaud-Battandier, et que je vais décrire un petit peu pour vous donner quelques informations. Et là, l'idée, c'était de travailler par territoire et par clientèle, entre guillemets, patientèle de médecins généralistes. Ces médecins généralistes, ils avaient été classés en forts prescripteurs de compléments nutritionnels oraux ou faibles prescripteurs de compléments nutritionnels oraux, et on voyait le devenir des patients. Donc les patients, ils étaient 378, ils avaient 85 ans en moyenne, 72% de femmes. Ils vivaient à domicile ou en institution, quand même en institution pour 40% d'entre eux. Leur IMC moyen était à 20, donc ils étaient très maigres pour leur âge. Et ils étaient soit dénutris, 66% des cas, ou à risque de dénutrition dans 34%. Eh bien, dans le groupe de patients suivis par les forts prescripteurs, le MNA, qui habituellement n'est pas forcément utilisé comme un outil nutritionnel, mais disons que le risque de dénutrition s'est amélioré. Il y a une diminution des dépenses de santé quand on inclut le coût du CNO. Et finalement, ce qui réduit le plus les coûts de santé dans ce genre de population, c'est la réduction des hospitalisations. Donc vous voyez que là, on a du travail à faire à domicile, très clairement, et en institution aussi. Après, on ne peut pas toujours éviter l'hospitalisation. Donc les gens arrivent à l'hôpital, et depuis plus de 25 ans qu'on fait des études nutritionnelles, on sait que les personnes âgées, quand elles arrivent à l'hôpital, elles sont déjà dénutries. Et on pense que c'est la pathologie qui les amène à l'hôpital, a aussi provoqué la dénutrition. Les choses sont un peu intriquées, évidemment. Donc déjà en 1992, ça c'est l'étude de Thierry Constant, on s'apercevait que sur 324 admissions de personnes de plus de 70 ans, avec une évaluation nutritionnelle que vous voyez sur la diapo, il estimait que 30% des hommes et 41% des femmes étaient dénutris. L'évaluation étant faite dans les 48 heures de l'admission. C'est ça qui est important dans ces études-là. De la même manière, dans à peu près la même époque, mais ailleurs en Europe, la dénutrition a été évaluée à 60% avec d'autres critères. Et puis, il y a l'étude SAFES, avec 1306 admissions en médecine après passage au SAU. L'outil d'évaluation nutritionnelle était le MNA Short Form. Il y avait 73,5% des patients qui étaient à risque de dénutrition ou dénutris.
Et ce risque de dénutrition était un facteur indépendant d'institutionnalisation à 6 mois et de décès à 6 mois. Donc ils arrivent à l'hôpital, une grande partie est déjà dénutrie. On a fait nous aussi notre petit travail à Bichat pour voir un peu comment ça se passait chez nous. Et on est allé voir les personnes âgées qui arrivaient aux urgences de plus de 80 ans de manière consécutive, 120 patients. Donc on les a choisis au-delà de 80 ans, l'âge moyen était de 87,9 ans, 69% de femmes et quand même 61% de ces patients qui avaient un ADL inférieur à 5,5, donc ils étaient déjà entrés dans la dépendance. Eh bien on s'aperçoit que ces patients avaient en moyenne 5,5 facteurs de risque de dénutrition, c'est-à-dire une pathologie chronique, des troubles cognitifs, une dépendance, des troubles de déglutition, tout ce que vous voulez, un cancer, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, qu'en moyenne, leur IMC est à 23,8, ce qui est très bas par rapport à la population générale. En France, à 80 ans, on est plutôt entre 26 et 27 IMC, donc on est en dessous. Et vous voyez que pour la dénutrition, 23% de ces patients avaient un IMC inférieur à 21, et pour la dénutrition sévère, 9,2% des patients avaient un IMC inférieur à 18. L'évaluation a été faite aussi sur l'albuminémie, et l'hypoalbuminémie, vous voyez, elle a été retrouvée dans un très très grand nombre de cas, presque 80%. Et on a évalué aussi avec le MNA short form, et dans 50% des cas, le MNA short form était pathologique. Donc on s'aperçoit que finalement, si on doit chercher la dénutrition, moi ce que je pense, c'est que le meilleur critère, le plus sensible, c'est la perte de poids. Mais quand la personne arrive à l'hôpital, ce n'est pas toujours un moment très facile pour identifier une perte de poids par rapport à un poids connu avant. Ils ne sont pas forcément capables de répondre, on n'a pas les données médicales, etc. Donc on fait autrement. L'IMC, finalement, ce n'est pas un très très bon outil pour chercher la dénutrition chez les personnes âgées. Vous voyez que là, il va identifier quand même un peu plus de 30% des patients. Le MNA short form identifie à peu près 50% des patients, ce qui est pas mal, à mon avis, en termes de cible. Au total, il y avait quand même 76% de dénutrie chez les patients de plus de 80 ans qui arrivent aux urgences. Alors, une fois qu'on est à l'hôpital, on arrive dénutri, et puis en plus, évidemment, on ne mange rien à l'hôpital. Donc ça, c'est connu depuis longtemps. Ça, c'est un travail qui avait été fait en 2002 à l'assistance publique, donc je vous le montre, ça s'appelait l'enquête énergie 4+. Et l'idée, c'était d'essayer de voir ce que mangeaient les sujets âgés dans les hôpitaux gériatriques et en court séjour. C'est Jean-Fabien Zazo qui s'est occupé de ça. Et globalement, quand on regarde ce que mangent les patients par rapport à leurs besoins estimés, donc là, disons qu'on est à 100% de leurs besoins estimés, quand ils sont en court séjour de gériatrie, mais surtout de toutes les autres disciplines, eh bien, il y a 66% des patients qui mangent moins d'énergie que ce qu'il faut, moins de calories. En gériatrie, c'est un peu mieux dans les services en particulier de SSR, ils mangent un petit peu mieux. Et pour ce qui est des protéines, il y en a 82% qui ne mangent pas ce qu'il leur faut en termes de protéines, et c'est un peu mieux dans les services de gériatrie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Il suffit de les regarder, en réalité. On mange très peu, et du coup, on s'aperçoit que plus la personne reste à l'hôpital, plus l'IMC diminue. Alors, c'est une étude transversale, donc il ne faut pas interpréter trop vite, mais les patients entrants, ils ont 24,9 d'IMC. Ceux qui sont là depuis moins de 7 jours, ils sont à 24,4. Et ceux qui sont là depuis plus de 7 jours, ils sont à 23,4. Dans cette diapo, il y a à la fois l'amaigrissement des gens qui sont là, et d'autre part, il y a aussi que les plus dénutris restent plus longtemps parce qu'ils sont plus malades. Alors, le fait de ne pas manger à l'hôpital, c'est souvent perçu comme une espèce d'évidence, une fatalité, et que de toute façon, on ne va rien pouvoir faire, et que de toute façon, ça ne fera pas de différence. Alors, c'est pour ça que j'aime bien montrer ce travail-là. Ça, c'est un travail qui a été fait par un Américain, chez environ 500 personnes âgées qui étaient à l'hôpital pour au moins 4 jours. Et vous voyez qu'il a juste regardé combien les gens mangent en termes d'énergie. Il y a 21% des patients qui mangent moins de 50% de leurs besoins estimés. Ils sont comparés aux 79% des patients qui mangent, ils ont au moins la moitié de ce qu'ils ont besoin. Dans les deux groupes, la sévérité de la maladie, la durée de séjour et l'albumine sont égaux.
eh bien, ceux qui mangent moins de 50% de leurs besoins, ils décèdent 8 fois plus à l'hôpital et 3 fois plus dans les 3 mois qui suivent. Donc il ne faut pas non plus rester indifférent au problème de l'alimentation à l'hôpital. On doit pouvoir faire mieux, et d'ailleurs les études ont montré que si on fait mieux, on améliore le pronostic des patients. Ça, c'est une étude européenne énorme qui s'appelle Nutrition Day, où là, vous voyez qu'ont été inclus dans plein de pays d'Europe 16 280 adultes, hein, ce n'est pas réservé aux personnes âgées, c'est une étude transversale. On voit ce qu'ils mangent au petit déjeuner, on regarde ce qu'ils mangent au déjeuner, on regarde ce qu'ils mangent au dîner. On sait que 50% des malades, au moins, ne mangent pas tout leur plateau. Donc, en sachant que le plateau, c'est vraiment les apports minimaux. En général, un plateau à l'hôpital, c'est 1800-2000 calories. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'excès. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que si on regarde la mortalité, en fonction de ce que les gens mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, s'ils mangent 50% de leur petit déjeuner, eh bien, vous voyez que le risque de décès est entre 1 et 2. S'ils mangent 25%, moins de 25% de leur petit déjeuner, la mortalité augmente. Et s'ils ne mangent rien du tout, la mortalité est environ à 7, le ratio est multiplié par 7. Et évidemment, quand même, ce qui est intéressant, c'est que là, ils font la différence entre je ne mange rien alors qu'on me propose le plateau et on m'autorise à manger, contre je ne mange rien parce que je suis à jeun. Donc ceux qui sont à jeun, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, ceux qui sont à jeun et qui ne mangent pas, ils n'ont pas vraiment un risque de mortalité augmenté. Et donc, vous voyez, si vous ne mangez pas le déjeuner et si vous ne mangez pas votre dîner, eh bien, le risque de décès est très augmenté. Donc là, on a des données vraiment très, très solides pour dire vous ne mangez pas à l'hôpital, ben, vous allez mourir. En raccourci. Et pourtant, on a maintenant vraiment un grand nombre d'études interventionnelles qui montrent que la prise en charge nutritionnelle est efficace. La réalité, c'est que la grande majorité de ces études interventionnelles ont été faites à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je les montre à ce moment-là. C'est parce qu'à l'hôpital, ben, les malades, on contrôle à peu près la situation, les hospitalisations sont courtes, donc on donne des compléments nutritionnels oraux, donc c'est la façon un peu la plus pratique de mener une étude clinique. Donc là, déjà en 2009, on avait déjà 62 études interventionnelles sur plus de 10 000 sujets. Et donc, si on nourrit correctement les gens à l'hôpital, eh bien, d'abord, on arrive à avoir un effet sur le poids. Pas énorme, puisque, vous voyez, 2,15% du poids, ça ne paraît pas énorme. En tout cas, ils arrêtent de maigrir et ils sont quand même mieux nourris que les autres. Et puis, on a surtout un effet sur la mortalité, avec un risque relatif qui diminue à 0,79, et une diminution des complications à l'hôpital. Donc ça, c'est des données qui ne sont pas contestées. Et donc, maintenant, on sait que quand les gens sont à l'hôpital, il faut leur prescrire les personnes âgées, surtout quand elles arrivent dénutries, même quand elles arrivent à risque de dénutrition, il faut qu'elles aient un régime pour dénutrie, c'est-à-dire hyper énergétique, hyper protidique, avec les moyens que vous avez, soit c'est la cuisine locale, soit c'est les compléments nutritionnels oraux, c'est les collations, c'est ne pas les laisser 14 heures, 15 heures à jeun la nuit et des choses comme ça. Fort heureusement, ils ressortent de l'hôpital et par contre, on sait que plus ils sont dénutris à l'hôpital, plus ils ont un risque de perte d'autonomie dans le mois qui suit l'hospitalisation. Et plus ils sont dénutris, plus ils ont un risque de réhospitalisation. Dans ce travail-là, c'était dans les 4 mois qui suivaient l'hospitalisation. Et donc, ils estimaient que si on perdait encore 3,5 kilos dans la suite de l'hospitalisation, on avait une probabilité sur 2 de retourner à l'hôpital. Donc, ce n'est pas la peine de perdre 15 kilos pour avoir un effet clinique, c'est un peu mon message. Alors, il y a eu là, depuis quelques années, quelques travaux qui se sont intéressés justement à la prise en charge nutritionnelle après l'hôpital. Ils sont arrivés dénutris, ils n'ont rien mangé, ils rentrent. Qu'est-ce qu'on fait ? J'aime bien ce travail-là parce qu'il est assez didactique. Donc ça s'est passé dans un service de gériatrie. Ils ont identifié les personnes âgées qui avaient un risque de dénutrition sur le MNA short form. Ils avaient 85 ans en moyenne, donc nous, on les reconnaît bien. Et puis, c'est un essai randomisé où on a proposé soit les soins habituels, soit pendant les 4 mois qui suivent l'hospitalisation, des consultations de nutrition, 3 coups de téléphone de la diététicienne, des compléments nutritionnels oraux, avec en réalité des propositions de 260 calories et 11 grammes de protéines, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on proposerait maintenant.
Disons qu'on proposerait beaucoup plus volontiers entre 400 et 500 calories et au moins 20 à 30 grammes de protéines. Et puis des vitamines. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les deux groupes. D'abord, dans le groupe contrôle, c'est-à-dire à qui on ne fait rien. Donc là, on illustre un peu la situation de la vie réelle. C'est-à-dire que les gens sont sortis à 58 kilos et puis 4 mois plus tard, eh bien, ils en avaient perdu encore 3. Ils étaient à 55 kilos. Donc en fait, les gens, l'idée qu'on mange rien à l'hôpital, que c'est normal et qu'une fois qu'ils vont être rentrés à la maison, ils vont remanger et regrossir, ça, c'est pas vrai. D'accord ? Ils vont continuer à maigrir à l'extérieur de l'hôpital. Alors que dans le groupe intervention, ben, on a réussi à reprendre 1 kilo. Alors là, la dépendance, l'ADL, elle est illustrée sous forme de petits camemberts. Je ne vais pas me lancer dans les détails, faites-moi confiance, c'est mieux avec l'intervention nutritionnelle. Par contre, il n'y a pas d'effet significatif sur la force de préhension, mais il n'y avait pas d'activité physique associée à la prise en charge nutritionnelle. Pas d'effet sur le MMSE, bon, bah, c'est un peu logique. Et par contre, on aurait bien aimé un peu d'effet sur le SF36, mais non, la qualité de vie était inchangée. Mais quand même, quand on a un effet sur le poids et sur l'autonomie, on trouve que c'est bien. Et depuis, il y a eu quelques autres études, pas beaucoup, à mon regret. Je pense que c'est aussi parce que c'est un peu difficile à faire une fois que les gens sont sortis d'hospitalisation. Ils n'ont plus trop envie d'entendre parler ni des médecins ni des infirmières. Donc le premier, c'est celui que je viens vous décrire, avec un effet sur le poids et la dépendance. Un deuxième travail qui avait identifié les dénutris sur un IMC inférieur à 24 et ou une perte de poids de plus de 5%. Ils avaient un effet, eux, sur la force musculaire après 2 mois de compléments nutritionnels oraux. Les mêmes ici qui avaient un autre effet avec un âge un tout petit peu moins important, 4 mois de travail, un effet positif sur le poids, sur la force musculaire et sur la mobilité. Et là encore, un dernier travail avec un effet positif sur le poids et la dépendance. Donc je trouve que ces résultats, globalement, ils sont quand même très encourageants et je pense que c'est une bonne chose d'envisager une prise en charge nutritionnelle pendant la période dite de convalescence après l'hospitalisation. Ils ont vraiment besoin de ce soutien-là. Quelle autre efficacité on peut avoir ? La diminution des réadmissions. Donc ça, c'est un travail qui a été fait aussi avec des compléments nutritionnels oraux, mais là, plutôt avec des doses un peu plus que ce qu'on ferait maintenant. Contre-soins habituels, 6 semaines. Et vous voyez que le nombre de réadmissions augmente beaucoup chez les non-traités et est moins important pour les personnes qui ont été traitées sur le plan nutritionnel. Avec une méta-analyse, là aussi, qui confirme cet effet sur les réadmissions. Donc, si on veut résumer, avant l'hospitalisation, s'ils arrivent à l'hôpital déjà dénutris, c'est qu'il se passe des choses avant l'hospitalisation, évidemment, et on aimerait bien faire de la prévention à ce moment-là. Pendant l'hospitalisation, c'est évident qu'ils ne mangent rien et qu'ils maigrissent et qu'ils se dégradent sur le plan nutritionnel. Et après l'hospitalisation, il faut garder en tête que si on ne fait rien, ils vont continuer à perdre du poids. Donc pour conclure, à domicile, vraiment, je pense qu'il faut insister sur le repérage et la prise en charge de la dénutrition parce qu'on pourrait réduire le risque d'hospitalisation. Les messages, c'est vraiment peser les personnes âgées et réagir dès 2 ou 3 kilos de perte de poids. Une personne âgée qui va bien ne maigrit pas. À partir de 2-3 kilos, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un problème de mobilité? Est-ce que c'est des troubles cognitifs qui s'installent? Est-ce que c'est une pathologie qui vient d'apparaître? Il faut savoir pourquoi la personne maigrit. Et puis, il faut la prendre en charge sur le plan nutritionnel avec tout ce que vous savez, l'enrichissement, les collations, les compléments, du moment qu'ils grossissent. Pendant l'hospitalisation, je pense que nous, on peut se permettre, surtout en gériatrie, d'être assez systématique, prescrire un régime hyperénergétique, hyperprotidique à tout le monde et surtout éviter de prescrire des régimes restrictifs. Nous, on ne prescrit jamais de régime sans sel, de régime diabétique, de régime je ne sais pas quoi, on ne les connaît même plus. Et donc, il faut bien sûr faire intervenir la diététicienne. Et j'insiste un peu pour la période de convalescence après l'hospitalisation, pour essayer de diminuer la perte d'autonomie et les réadmissions. J'essaye de mettre en place une visite de la diététicienne avant la sortie avec le patient et surtout sa famille, son entourage, pour donner des conseils nutritionnels et signifier l'importance de la reprise de poids après l'hospitalisation. Il faut faire des prescriptions nutritionnelles sur une ordonnance et il faut bien sûr
communiquer tout ça aux médecins traitants pour qu'ils puissent prendre la suite sur cette prise en charge nutritionnelle. Je vous remercie de votre attention.